Donc ça fait très plaisir de vous voir tous réunis pour accueillir donc, Jean-Noël Jouzel, qui est chercheur en sociologie politique, une discipline effectivement qu'on ne connaît pas forcément très bien aujourd'hui sur Bordeaux, mais avec laquelle on a des collaborations fortes sur nos thématiques de recherche, qui est également enseignant à Sciences Po Paris, qui a travaillé sur un certain nombre de problèmes de santé au travail, sur les controverses en santé au travail. Tu rectifieras peut-être la façon dont je te présente. Bien, excellent. Et notamment sur les éthers de glycol, et également sur les nanoparticules, il y a des choses qui commencent, et puis sur les pesticides, qui est donc la thématique qui nous a fait nous rencontrer dans le cadre d'une expertise collective de l'ANSES sur l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Alors c'était un groupe où il s'était introduit en tant qu'observateur, enfin il le pensait en tout cas, pour voir comment les chercheurs, dans le cadre d'une expertise, travaillent, comment ils construisent des avis, des recommandations, et comment l'agence elle-même aussi s'articule avec ce travail-là. Donc il est arrivé en tant qu'observateur, il est sorti en tant que rédacteur quasiment du rapport. Ouais, l'intégralité. Parce qu'on n'était pas très nombreux et que forcément il s'est retrouvé aussi impliqué. Mais ça nous a aussi évidemment fait beaucoup réfléchir. On parle tous de pluridisciplinarité, mais il faut voir ce qui est derrière. Et là clairement il y a des apports très riches qui existent déjà et qui à mon avis continueront d'exister. Alors je vais me taire parce que ce qu'il dit est beaucoup plus important que ce que je dis et lui laisser la parole sur cette jolie présentation. Ok, merci Isabelle. Bonjour à tous et tous mes vœux de bonheur pour 2017. Isabelle a à peu près tout dit me concernant, donc je vais rentrer de plein pied dans le sujet. Un titre d'introduction. Je partirai du constat que, de manière assez paradoxale, les pesticides constituent une catégorie de produits sur les risques desquels on en sait à la fois beaucoup et très peu, et qu'il y a une forme de méconnaissance assez paradoxale des effets de ces produits sur la santé des populations exposées, et notamment sur la santé de la population la plus exposée, les travailleurs de l'agriculture. Vous m'entendez bien là, ça va ou... Ouais. Vous le savez sans doute plus ou moins, et peut-être beaucoup plus que moins. Depuis les années 80, se sont accumulées une série de données produites par des études épidémiologiques, sur lesquelles je ne reviendrai pas dans le détail, mais j'en redirai un mot un peu plus tard, qui rendent visible l'effet des pesticides sur les populations exposées, et encore une fois, notamment et principalement sur les travailleurs de l'agriculture, qui constitue la catégorie de population sur laquelle il y a le plus de données, qui rendent visible la surincidence d'un certain nombre de pathologies chroniques en lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides. Alors pour ce qui est le mieux connu, je le cite ici, il y a certaines hémopathies malignes, et notamment les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes multiples, et puis certaines maladies neurodégénératives, et notamment la maladie de Parkinson. Mais je mets 3 petits points qui signifient qu'il y a beaucoup d'autres effets qui sont plus ou moins fortement suspectés d'être liés à l'exposition professionnelle aux pesticides, et qui sont aussi plus ou moins connus, et qu'en fait un coin du voile commence à être levé sur les liens entre pesticides et santé au travail, à vos souhaits, mais en même temps, il y a énormément de choses qui restent à découvrir, et il reste beaucoup de choses non connues autour des liens entre pesticides et santé des travailleurs. Alors, je cite ici le rapport de l'INSERM en 2013 qui visait à faire un point, sinon exhaustif, en tout cas le plus complet à ce jour disponible dans la littérature française, dans laquelle vous trouverez évidemment infiniment plus de détails que ce que je vous donne là, sur les effets des pesticides sur la santé des populations exposées, et notamment des travailleurs de l'agriculture. Alors, où est le paradoxe ? Le paradoxe, il réside dans le fait que, par ailleurs, les pesticides sont une catégorie de produits réglementés, à l'instar des médicaments. Il n'a pas échappé à la puissance publique que les pesticides, tout comme les médicaments, sont des produits à surveiller tout particulièrement, dans la mesure où ils sont par définition des produits dangereux, des produits toxiques, puisque leur utilisation vise précisément à endommager des organismes vivants qui sont les mauvaises herbes, les champignons ou les insectes, tout ce qui peut menacer les récoltes et les cultures. Et c'est pour cette raison que les pesticides ont été la première catégorie de produits soumis à une autorisation de mise sur le marché, qui a été instaurée dès 1943 en France. Et donc c'est de manière très ancienne qu'il y a des politiques publiques qui ont pour objectif de contrôler les effets toxiques des pesticides et d'éviter qu'ils n'impactent la santé des populations ou la faune et la flore en dehors des cibles visées.
Et donc, cette autorisation de mise sur le marché, de manière assez classique, mais est adossée à une évaluation des risques, qui est une évaluation réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pesticide qui puisse être mis sur le marché sans être passé préalablement au crible d'une évaluation des risques sur les attendus de laquelle je reviendrai, mais qui, pour le dire vraiment de manière très sommaire, a fait l'objet d'exigences procédurales, formelles de plus en plus fortes au fil des décennies. Depuis 1943, évidemment, cette procédure a beaucoup évolué et l'évaluation du risque est de plus en plus contraignante, notamment pour les industriels ou, pour parler comme dans le langage indigène administratif, les pétitionnaires, enfin les industriels qui veulent mettre sur le marché un pesticide, sont soumis à une série d'exigences qui ont peu d'équivalent pour d'autres produits, encore une fois, à part éventuellement les médicaments. Et d'ailleurs, vous entendrez souvent les industriels de la phytopharmacie dire qu'on les accuse à tort d'empoisonner les gens alors qu'ils subissent des contraintes en termes de mise sur le marché qui sont sans commune mesure avec celles d'autres catégories de produits. Et donc, voilà, d'un côté, il y a ces études épidémiologiques qui tendent à montrer qu'il y a des effets des pesticides sur la santé, mais on ne sait pas encore très bien exactement dans quelle mesure, quel est le coût humain de l'exposition, notamment professionnelle, d'1 million d'agriculteurs en France aux pesticides. Personne, je pense, n'est en mesure de dire avec précision combien de pathologies chroniques sont induites chaque année par cette exposition. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? On sait qu'il y en a, voilà, ça on le sait. Mais je pense que personne n'est en mesure de donner un bilan chiffré avec quelque degré de précision que ce soit. Et en même temps, on a affaire à une catégorie de produits qui est quelque part très bien connue du point de vue de sa toxicité, parce qu'il y a cette évaluation préalable systématique des risques avant la mise sur le marché. Donc on a à la fois des produits qui sont censés être très bien connus du point de vue de leurs effets, et en même temps, finalement, on ne sait pas très bien quels sont leurs effets sur la santé des populations exposées. On a des produits qui sont supposés être mis sous contrôle par le biais d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché. En même temps, on n'est pas sûr qu'ils n'aient pas des effets indésirables dans des proportions peut-être assez importantes sur les populations exposées. Donc voilà, il y a cette question, finalement, à laquelle personne n'a la réponse. Quel est le coût humain de l'exposition d'1 million de travailleurs de l'agriculture aux pesticides, qui n'est pas la question à laquelle je vais répondre parce que j'en ai absolument pas les moyens. Moi, je ne suis pas épidémiologiste ou toxicologue, c'est pas du tout mon cœur de métier. Par contre, la question à laquelle je vais essayer, sinon de répondre, en tout cas d'apporter quelques éléments de réponse, c'est plutôt la suivante, c'est comment peut-on expliquer cette situation d'ignorance paradoxale où à la fois on en sait beaucoup et très peu sur les pesticides. Voilà, comment ça s'est construit historiquement, politiquement, socialement. Voilà, comment comprendre les facteurs explicatifs de cette situation un peu et même beaucoup paradoxale. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer ce genre de situation. Une manière assez classique consiste à dire que finalement cette ignorance qui entoure les pesticides est un fait de nature. C'est-à-dire que ça provient il est par nature difficile de connaître les effets des pesticides sur la santé des populations exposées en raison de la nature même des interactions entre les pesticides et les corps humains qui y sont exposés. Parce que, je ne vous l'apprends pas, il y a évidemment, pour certaines pathologies, et notamment les pathologies cancéreuses, des temps de latence qui peuvent être très très longs entre le moment de l'exposition et le moment où les symptômes peuvent être repérés par un médecin. Et évidemment, temps de latence qui peut atteindre plusieurs décennies, qui constitue par nature un obstacle à l'identification du lien entre la cause et la conséquence. Et il y a aussi, dans le cas des pesticides, comme dans le cas de nombreux autres cas, de la multicausalité, évidemment, des pathologies chroniques qui sont susceptibles d'être induites. Il est très difficile, évidemment, de démontrer qu'un cancer chez un agriculteur est lié, fût-il un cancer du sang, est lié à son exposition aux pesticides et pas à d'autres facteurs génétiques, héréditaires, style de vie ou manque de chance. Et donc, par nature, il est compliqué, il existe des obstacles naturels à la production de connaissances sur la relation entre pesticides et santé humaine. C'est évidemment une explication massive de la situation d'ignorance qui entoure l'effet des pesticides sur la santé des populations de travailleurs, comme l'effet de la plupart des toxiques professionnels sur la santé des travailleurs qui y sont exposés, évidemment. Alors en même temps, c'est une explication qui est massive, mais qui n'est pas complètement satisfaisante à mon sens, dans le sens où, même si elle est très vraie, elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas à elle seule, elle ne suffit pas à elle seule à expliquer pourquoi on en sait si peu, et en même temps tellement sur les liens entre pesticides et santé. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est qu'il peut y avoir un autre point de vue explicatif sur cette situation de méconnaissance paradoxale des effets des pesticides sur la santé, qui s'intéresse non pas à la méconnaissance ou à l'ignorance autour des pesticides comme à un fait de nature, mais qui s'intéresse à cette méconnaissance comme plutôt le produit d'actions humaines.
Alors, je me réfère ici à toute une branche de recherche en sociologie qui est assez récente et qui travaille sur ce que les sociologues aiment bien appeler la construction sociale de l'ignorance. Alors, derrière ce terme un peu bizarre, il y a l'idée que les situations d'ignorance, et notamment celles qui entourent les enjeux de santé au travail ou de santé environnementale, ne sont pas simplement le produit d'un effet de nature, du type de relation causale entre des produits dangereux et des corps humains qui y sont exposés, mais sont aussi le produit d'actions humaines. Je dis bien aussi, ce n'est pas une explication au détriment de l'autre, tout ça est évidemment complémentaire. Alors on regroupe souvent ces recherches en sciences sociales sur la construction sociale de l'ignorance sous le terme d'agnotologie, terme un peu barbare qui vient du grec, agnos c'est l'ignorance. Donc ce savoir sur la production d'ignorance finalement, d'où viennent les situations d'ignorance, ces travaux sur la construction sociale de l'ignorance sont souvent partis, en fait, les premiers travaux un peu pionniers dans cette veine de recherche, c'est au début des années 2000, c'est une série de travaux historiques d'historiens nord-américains, états-uniens, qui se sont intéressés à des dossiers de santé environnementale ou de santé publique ou d'environnement, dans lesquels il y a une très forte ignorance qui leur apparaissait fortement corrélée à des actions très intentionnelles d'acteurs ayant intérêt à ce qu'une ignorance s'installe autour de l'effet dangereux pour la santé ou pour l'environnement des produits qu'ils mettaient sur le marché ou qu'ils utilisaient et auxquels ils exposaient leurs travailleurs ou qu'ils rejetaient dans l'environnement et auxquels ils exposaient leurs riverains. Donc qui sont les industriels qui produisent ces voilà. Et donc il y a toute une série de travaux américains historiques qui portent sur des archives sur lesquels je ne reviendrai pas, je n'ai pas le temps ici, mais et qui, en examinant les archives des industriels, s'efforcent de mettre en évidence les stratégies de production du doute, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, destinées à créer de l'ignorance là où l'ignorance n'a pas lieu d'être. Alors l'exemple archétypique de ce genre de travaux, c'est le livre de l'historien Robert Proctor, Golden Holocaust, qui porte sur les stratégies des industriels du tabac dans les années 50, 60, 70, 80, en vue de minimiser, euphémiser, voire franchement nier la relation causale entre le fait de fumer du tabac et le fait de développer des cancers du poumon et des pathologies pulmonaires de manière plus générale. Donc, vous voyez, le titre est très fort, je ne vais pas revenir du tout sur le contenu du livre, mais Golden Holocaust, l'Holocauste doré, la conspiration des industriels du tabac, c'est un livre qui, dans son introduction, dit très clairement que il n'a finalement que faire des accusations de conspirationnisme et que ce qu'il dénonce, c'est bien clairement une conspiration, c'est-à-dire tout un projet extrêmement sophistiqué de production, de doute, de méconnaissance, d'ignorance sur les liens entre tabac et santé humaine. Ça va, vous comprenez ce que je dis, Sinon, il faut me dire que vous ne comprenez pas. Bon. Non, je peux vérifier au bout de 3 quarts d'heure que vous avez compris, mais je préfère faire une vérification intermédiaire. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ces travaux historiques qui sont très intéressants sur les stratégies de production du doute par les industriels. Retenons simplement qu'au-delà de la sphère académique, des travaux historiques ou sociologiques ou de sciences politiques sur ce thème, c'est aussi cette idée de la construction du doute par les industriels, c'est aussi un thème qui a beaucoup infusé dans toute une série de productions médiatiques plutôt grand public qui sont pas du tout de nature académique, et notamment en France pour expliquer pourquoi on connaît mal les effets des pesticides sur la santé des populations exposées. On voit cette thèse en fait circuler dans toute une série d'œuvres grand public, ce sont soit des livres, soit des films pour la télévision, pour le cinéma. Donc vous en reconnaissez quelques-unes. La plus ancienne, Pesticides, révélation sur un scandale français, c'est 2007. Par Fabrice Nicolino et François Bayrette, qui vraiment articule très fortement cette thèse qu'il y a un complot des industriels de la phytopharmacie pour cacher les effets de leurs produits. Marie-Monique Robin s'inscrit aussi tout à fait dans cette veine. Notre poison quotidien, c'est 2011, c'est à la fois un film et un livre. La mort est dans le pré, qui était un film pour la télévision, un documentaire qui faisait un portrait d'agriculteurs s'estimant victimes des pesticides, qui est paru en 2012. Et puis vous reconnaissez Élise Lucet, Cache Investigation, qui s'est fait une spécialité en fait sur différents dossiers. Là, c'était sur l'agroalimentaire cette année, et l'an dernier, en 2015, il y avait un numéro sur les pesticides, où on voit fonctionner à plein cette thèse que finalement, si on en sait si peu sur les effets des pesticides sur la santé, c'est à cause d'industriels qui essayent de cacher les dangers des pesticides en ne révélant pas les données dont ils disposent, mais qui essayent également de corrompre plus ou moins activement les chercheurs qui travaillent sur le sujet pour biaiser des recherches, y compris en les finançant. Alors,
c'est une manière d'envisager la construction sociale de l'ignorance autour des liens entre pesticides et santé des travailleurs qui, à mon avis, n'est pas aberrante. Il y a probablement beaucoup de choses vraies là-dedans. Il y a aussi probablement des choses qui sont assez discutables. Je ne vais pas rentrer ici dans la discussion, je vais juste, moi, vous expliquer que j'essaye de partir un peu d'un autre point de vue, qui ne consiste pas à m'intéresser aux industriels et à ce qu'ils font pour cacher les liens entre pesticides et santé des travailleurs, mais plutôt à essayer de comprendre la méconnaissance qui entoure ces liens d'un autre point de vue, en m'intéressant plutôt aux acteurs publics, aux institutions qui ont en charge l'évaluation des risques et la gestion des risques liés aux pesticides, qui sont souvent traités dans ces travaux à la fois historiques et dans ces travaux plus grand public sur la construction sociale de l'ignorance comme des acteurs un peu passifs, voire franchement captifs. Il y a toute une série de thèses autour de l'idée, de la notion, je ne reviendrai pas dessus là, mais de capture des institutions publiques par les intérêts privés dans le champ de l'évaluation des risques en général et dans celui de l'évaluation des pesticides en particulier. Et moi, à l'inverse, j'ai envie plutôt ici de mettre l'accent sur ce que font ces acteurs publics en charge de l'évaluation des risques, de ne pas les traiter comme des acteurs passifs, mais de montrer qu'ils sont aussi très actifs et que dans la manière même dont ils évaluent les risques, sans du tout leur imputer une volonté de cacher les liens entre pesticides et santé des travailleurs, mais que ce que je vais essayer de montrer ici, c'est que la manière même dont les risques des pesticides sont évalués peut générer un certain nombre d'effets pervers qui peut contribuer à la fois, d'une manière paradoxale, à produire du savoir et de l'ignorance dans le même temps sur les liens entre pesticides et santé, et notamment santé des agriculteurs. Donc voilà, ce que je vais essayer de souligner ici, mais de manière assez rapide, forcément, mais d'en dire un mot quand même, au moins suffisamment pour qu'on ait une base de discussion ensuite, c'est d'expliquer comment les modalités de l'évaluation des risques des pesticides produisent à la fois du savoir et de l'ignorance sur les liens entre ces produits et la santé des travailleurs. Et je vais m'intéresser ici, je vais essayer de mettre en évidence deux grandes catégories de mécanismes de production un peu comme ça institutionnelle, on va dire du doute, je dis production institutionnelle de l'ignorance par opposition à l'idée d'une production de l'ignorance qui serait entièrement réductible à des stratégies industrielles. Donc je vais essayer de mettre en évidence un peu deux mécanismes par lesquels, de manière assez involontaire, à mon sens, l'évaluation des risques des pesticides peut induire à la fois de la connaissance et de la méconnaissance. Le premier de ces mécanismes, c'est celui qui regroupe des effets qu'on peut caractériser comme des formes d'obstacles à la production de connaissances. Et le second de ces mécanismes, c'est la non prise en compte de savoirs disponibles, qui existent, qui sont produits, mais qui ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des risques. Peut-être juste un tout petit mot sur ce sur quoi je m'appuie pour vous raconter ça. Je vais vraiment être très court là-dessus, mais ça fait maintenant une bonne demi-douzaine d'années que je travaille sur ce dossier des pesticides et de la santé des travailleurs. Donc je m'appuie ici à la fois sur un nombre assez important d'entretiens semi-directifs approfondis avec toute une catégorie, avec toute une série de catégories d'acteurs, une trentaine d'observations de toute une série aussi d'événements divers et variés. Je ne reviens pas, le recueil et le traitement d'archives. Disons simplement que j'avais organisé mon enquête, et je ne suis pas tout seul, je travaille avec des collègues là-dessus, mais en trois grands volets. Un volet portant sur les instruments d'action publique en matière de contrôle des effets des pesticides sur la santé des agriculteurs. Un volet portant sur les mobilisations d'agriculteurs s'estimant victimes des pesticides, dans lequel il s'est agi pour moi et pour le collègue avec qui je travaille sur cette question d'aller interroger des agriculteurs, mais aussi les nombreux tiers avec lesquels ils ont pu interagir pour parcourir toutes les étapes de ce qu'on a caractérisé comme des carrières de victimes, non pas dans le sens où être victime serait une carrière enviable et rémunératrice, mais dans le sens où on observe qu'on ne devient pas victime du jour au lendemain, et notamment pas victime des pesticides du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'être atteint d'une pathologie imputable à l'exposition aux pesticides pour devenir victime des pesticides. Il faut aussi prendre conscience du lien entre l'exposition et la pathologie. Et pas seulement, il faut aussi accepter d'entrer dans tout un dispositif de reconnaissance médico-administratif, un parcours de reconnaissance en maladie professionnelle ou un parcours devant les institutions du droit civil, voire du droit pénal. Et donc tout ce parcours-là s'effectue à l'aide de l'intervention de tiers. En fait, c'est jamais un agriculteur tout seul qui se dit tiens, je suis victime des pesticides. En fait, on observe toujours qu'il faut une interaction avec les membres de la famille, des médecins, des fois des avocats, des fois des journalistes, des fois des chercheurs. Voilà, donc c'est toutes ces catégories de gens-là qu'on est allé voir et à qui on a posé des questions pour comprendre comment on devenait victime des pesticides. Et puis un troisième volet sur la production de données scientifiques sur le lien entre pesticides et santé des travailleurs de l'agriculture. Bon, je m'étends pas davantage sur
sur ma méthode d'enquête, qui ne présente d'ailleurs pas de grande originalité à mon sens. Mais j'entre directement dans le vif du sujet, et donc je vous avais dit que je vous présenterai deux grandes catégories de mécanismes de production simultanée de savoir et d'ignorance dans le contexte de l'évaluation réglementaire des risques liés aux pesticides. Donc la première catégorie regroupe des obstacles à la production de connaissances. Alors il faut peut-être dire quand même un petit mot de comment fonctionne l'évaluation des risques des pesticides pour les travailleurs agricoles, sachant que c'est pas très original, c'est assez classique, donc je pense pas que je vais beaucoup vous dépayser. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand un industriel veut mettre un pesticide sur le marché? Il doit démontrer que ce pesticide n'aura pas d'effet nocif sur la santé des populations exposées, et notamment des travailleurs de l'agriculture. Alors pour ça, il doit soumettre son produit à toute une série de tests, et notamment à toute une série de tests de toxicité in vivo sur des animaux de laboratoire, qui sont destinés à identifier les effets de son produit et aussi à mesurer une dose acceptable d'exposition, qui est extrapolée à l'homme sur la base de données toxicologiques recueillies sur l'animal. En parallèle à ça, l'industriel doit aussi estimer l'exposition sur la base de modèles réglementaires et parfois d'études en champ qu'il doit réaliser lui-même. Et évidemment, l'idée de ce volet-là, c'est de démontrer que, en conditions normales, je mets des guillemets, d'utilisation, l'exposition professionnelle aux pesticides sera inférieure au niveau estimé acceptable sur la base des études toxicologiques réalisées sur le rat ou la souris. Au besoin, l'industriel, si jamais il trouve un niveau d'exposition supérieur au niveau acceptable, peut le réduire en adjoignant à son modèle le port d'équipements de protection individuels, combinaisons ou gants, qui permettent d'appliquer un facteur d'abattement calculé a priori, qui est important, de l'ordre de 90 ou 95% au niveau d'exposition estimé. Voilà. Ce que je vais dire ici, je vais être, excusez-moi, très rapide, mais je pense que je n'ai pas le temps d'entrer tellement dans les détails, mais c'est que dans les postulats même de cette manière d'évaluer les risques, se logent des sources de méconnaissance des liens entre pesticides et santé des travailleurs agricoles. Se logent aussi évidemment des sources de connaissances très nombreuses, c'est-à-dire que ça impose quand même de manière systématique la production d'un certain nombre de données sur les dangers et sur l'exposition pour les pesticides, qui encore une fois n'a pas tellement d'équivalent pour d'autres catégories de produits. Mais en même temps, ça peut induire de manière assez, sous forme d'effet pervers, on va dire, des formes de méconnaissance des liens entre pesticides et santé des agriculteurs. Alors, un premier postulat qui peut avoir ce type d'effet, c'est l'idée, c'est classique, mais que les risques des pesticides peuvent être mesurés et contrôlés substance par substance. Et cette idée finalement qui est finalement assez enquistée dans l'évaluation des risques produit une forme d'asymétrie entre les types de savoirs disponibles et mobilisés afin d'évaluer les risques, et notamment donne une place très centrale à la toxicologie. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la toxicologie, d'autant que certains sont sûrement plus calés que moi sur la question, mais historiquement, la grande force des toxicologues et du recours à des animaux de laboratoire pour observer les effets de substances toxiques sur des organismes vivants, c'est justement la capacité à isoler des substances pour les étudier. C'est à la fois ce qui fait la force de ce type de savoir et ce qui peut faire éventuellement ses limites. C'est-à-dire que, évidemment, dans le monde réel des expositions professionnelles, je ne vous apprends rien là non plus, mais les toxiques professionnels ne se baladent pas tout seuls et ils sont toujours, évidemment, couplés soit à d'autres produits toxiques, soit à d'autres conditions enfin voilà, toute une série de variables. Mais voilà, la grande force de la toxicologie, c'est d'isoler les substances pour en exprimer les effets comme une fonction de la dose, de manière à repérer un niveau acceptable d'exposition. Un des effets pervers, il y a une question ? J'essaie de calmer mon voisin, mais ça... D'accord, on va discuter. Je vais. Un des effets que ça a pu avoir, c'est de retarder, la place centrale de la toxicologie et la capacité de la toxicologie à identifier pour chaque pesticide un niveau acceptable d'exposition pour les travailleurs agricoles. Ça peut être de retarder de manière assez indirecte, et de fragiliser la production de connaissances épidémiologiques, notamment parce que le fait de disposer pour chaque pesticide d'un niveau acceptable d'exposition a pu nourrir la croyance des institutions dans le possible usage contrôlé des pesticides et retarder leur volonté éventuellement de financer des recherches épidémiologiques sur le sujet. Alors là, Isabelle Baldi en parlerait beaucoup mieux que moi, mais on a changé d'époque. Aujourd'hui, c'est pas forcément le genre de recherche le plus compliqué à faire financer, une recherche épidémiologique sur les liens entre pesticides et santé des travailleurs
travailleurs de l'agriculture. Mais il y a 20 ans, donc il n'y a pas si longtemps, c'était une autre paire de manches d'obtenir des financements publics pour ce genre de recherche, parce qu'il y avait une foi assez ancrée dans les institutions en charge du contrôle des pesticides, dans le fait que le problème était sous contrôle, puisqu'il n'y a pas de pesticides qui soient mis sur le marché sans avoir préalablement vérifié qu'il y a une dose acceptable d'exposition et qu'elle ne sera pas dépassée dans les conditions normales d'utilisation. Ce qui fait aussi qu'il y a une très faible incitation des institutions à conserver une trace des expositions passées des agriculteurs aux pesticides, puisque dans le fond, a priori, le problème était sous contrôle. Donc on comprend bien que ça désincite fortement à organiser une forme de traçabilité organisée, ce qui complique ensuite la production de connaissances épidémiologiques, notamment par le biais d'enquêtes cas témoins rétrospectives. Ça devient très compliqué, évidemment, de remonter dans un passé parfois lointain pour connaître l'exposition précise des travailleurs agricoles à tel ou tel produit, ce qui fait que les données épidémiologiques produites au moins dans un premier temps, avant les études de cohorte, toutes les données rétrospectives ne peuvent que très rarement, voire de manière... Enfin, c'est quasiment impossible de redescendre sur cette base-là à un niveau suffisamment fin d'analyse pour conserver une puissance statistique suffisante pour identifier des liens entre l'exposition des agriculteurs à tel ou tel type de pesticides, à telle ou telle substance, et les effets sur leur santé. Ce qui fait qu'évidemment, les données épidémiologiques, non seulement il y a eu un effet retard dans la production de ces données, mais en plus, c'est pas évident du tout à utiliser dans une perspective d'évaluation des risques, puisqu'elles ne sont pas produites substance par substance. C'est très difficile, sauf pour les études de cohorte, mais toutes les études rétrospectives, évidemment, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a dit, d'accord, il y a des excédents de maladie de Parkinson qui sont liés à l'exposition aux pesticides, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue d'évaluation du risque? Qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'informations? C'est très compliqué à utiliser. Voilà. Un autre postulat sur lequel je ne vais pas m'étendre ici, mais de l'évaluation des risques, c'est cette idée que dans des conditions d'usage normales, incluant éventuellement et même très souvent le port d'équipements de protection individuelle, l'exposition aux produits ayant reçu une autorisation de mise sur le marché est acceptable. Alors là, je vais être rapide, je m'en excuse, mais si ça vous intéresse, je vous indiquerai des références dans lesquelles je travaille plus directement cette question de manière plus approfondie. Mais ce qu'on observe en enquêtant sur le terrain auprès des acteurs de la prévention au sens large, mais qui sont à la fois les médecins du travail de la MSA, les conseillers en prévention, mais aussi beaucoup des agriculteurs eux-mêmes, voire les membres de leur famille, qu'on peut d'un certain point de vue envisager comme des acteurs de la prévention finalement, c'est qu'un des effets indirects de cette manière d'envisager le contrôle des pesticides par l'intermédiaire de niveaux acceptables d'exposition et par la définition d'attitudes individuelles, de bonnes pratiques individuelles susceptibles de prémunir l'agriculteur contre le risque de s'exposer au-delà des doses acceptables, eh bien, c'est d'induire une forme de prisme très individualisant de l'intoxication qui peut être assez rapidement vécu comme le signe qu'une erreur a été commise. Si intoxication il y a, c'est que les gants n'ont pas été portés, la combinaison n'a pas été portée, les choses n'ont pas été bien faites. Voilà. Ce qui a pu avoir pour effet de fragiliser les dispositifs institutionnels qui ont pu être mis en place depuis une vingtaine d'années en vue de repérer et colliger des données relatives à des incidents et à des intoxications subies par des agriculteurs utilisant les pesticides. Alors je vais vraiment être trop rapide ici et je m'en excuse, mais c'est une des explications pour lesquelles le réseau Fit-Attitude de la Mutualité Sociale Agricole, qui est un réseau de toxicovigilance mis en place dans les années 90 par la Mutualité Sociale Agricole afin de rendre observables les effets, les intoxications professionnelles liées à l'exposition des agriculteurs aux pesticides, fonctionne assez mal, produit quelques centaines de déclarations d'incidents par an, ce qui est probablement un nombre très très sous-estimé par rapport au nombre total d'incidents. Il y a une très forte réticence des agriculteurs à entrer dans ce type de dispositif et à signaler leur cas, parce qu'ils savent qu'ils s'exposent aussi au risque d'être perçus comme des agriculteurs ayant mal fait. Voilà. Et de même, on observe aussi une forte réticence à des agriculteurs à rentrer dans le cadre médico-administratif de la reconnaissance des maladies professionnelles, alors même que des tableaux de maladies professionnelles ont été créés ces dernières années, vous n'êtes probablement pas sans le savoir, sur le lien entre pesticides, exposition professionnelle aux pesticides et maladies de Parkinson en 2012, et sur le lien entre exposition aux pesticides et hémopathie maligne en 2015. Alors la MSA ne fournit pas de manière totalement transparente les chiffres du nombre d'agriculteurs qui utilisent ces tableaux pour obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle, mais ce qu'on observe dans nos enquêtes, c'est que ça va rarement de soi pour un agriculteur d'entrer dans ce type de dispositif et de recourir à ce type de droit, souvent parce qu'initialement il y a l'idée que si on est malade, c'est un peu sa propre faute. Il faut très souvent l'intervention notamment des membres de la famille, qui est souvent une nécessité, une médiation un point de passage quasi obligé,
pour que finalement un agriculteur accepte d'entrer dans ce dispositif, de se voir comme victime, n'étant pas responsable de ses propres souffrances. Voilà, alors je vous ai dit vraiment très rapidement, j'ai donné un aperçu vraiment très rapide de la manière dont les modalités mêmes de l'évaluation des risques, par la manière même dont elles produisent de la connaissance sur l'effet des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles, peuvent induire de manière corrélée des formes d'obstacles à la production de connaissances. Alors, un second mécanisme par lequel l'évaluation des risques peut induire des formes de méconnaissance, c'est la non prise en compte de savoirs disponibles. Non pas retarder la production ou fragiliser des dispositifs ou des formes de savoir qui permettent de rendre visibles des liens entre pesticides et santé des travailleurs de l'agriculture, mais ne pas prendre en compte des savoirs disponibles. Alors, j'ai pas le temps de vous passer ce petit film. Je l'ai passé hier aux étudiants du master de santé-travail, santé-environnement qui se feront sûrement un plaisir de vous raconter ce qu'il y a dedans. Mais c'est simplement c'est un petit film dans lequel on voit Donald Rumsfeld, en 2002, expliquer pourquoi il faut de toute urgence envahir l'Irak alors qu'on n'a pas tellement de données attestant qu'il y a un lien entre l'Irak et le terrorisme, dans lequel on le voit patauger sur des explications en distinguant le fait qu'il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait qu'on ignore, il y a des choses qu'on ignore. Et un collègue sociologue britannique, Steve Raynor, a dit il manque une catégorie finalement à cette pensée rumsfeldienne puissante, c'est la notion non pas de ce qu'on ignore ou de ce qu'on sait qu'on ignore, mais la notion de ce qu'on ignore que l'on sait. C'est-à-dire des savoirs disponibles, mais qu'on n'utilise pas. Et dans le cas de l'évaluation des risques des pesticides, il y a beaucoup de savoirs de cette nature-là, qui sont disponibles, qui existent, qui seraient potentiellement pertinents pour l'évaluation des risques liés aux pesticides, mais qui pourtant ne sont pas ou peu utilisés. Ce qui est très lié à la dynamique très forte de formalisation de l'évaluation des risques qu'a subi la procédure les procédures de mise sur le marché des pesticides au cours des années 80, 90, 2000, et aux effets pervers que peut avoir cette dynamique de procéduralisation, de formalisation. Alors, j'ai pas le temps de vous faire un cours d'histoire des sciences et de la science réglementaire exhaustif là-dessus, mais retenons simplement qu'il y a un mouvement qui est apparu aux États-Unis dans les années 70 en réponse à des mobilisations collectives très fortes à l'époque qui dénonçaient l'effet des pesticides sur la santé, et notamment des effets des pesticides sur les agriculteurs, et notamment sur la santé des travailleurs mexicains migrants en Californie. Je vous mets ici deux points de repère historiques. Vous connaissez sûrement le livre de Rachel Carson, Silent Spring, 1962, qui est souvent pensé comme un texte fondateur de la pensée écologiste, qu'il est sûrement, mais qui est aussi un grand texte de dénonciation des effets des pesticides sur la santé des travailleurs exposés. Et César Chavez, qui n'est pas forcément très connu en France, mais qui est par contre une figure très populaire en Californie encore aujourd'hui, qui a organisé les premiers syndicats de travailleurs mexicains migrants dans les années 60 aux États-Unis, et qui a fait de la dénonciation des effets des pesticides sur la santé des travailleurs migrants un des chevaux de bataille de ces luttes syndicales. Bref. Les années 60 aux États-Unis sont un moment de remise en cause très profonde, non seulement des pesticides comme technologie, mais surtout de la manière dont les risques des pesticides sont évalués dans le cadre des autorisations de mise sur le marché américaines par les institutions en charge des politiques agricoles. Et la réponse à ces critiques très fortes qui visent l'évaluation des risques, ça a été de formaliser davantage cette évaluation de risque de manière à la rendre plus incontestable, à garantir son objectivité et à garantir notamment qu'elle ne subit pas de biais favorables aux intérêts des industriels mettant sur le marché ou utilisant ces produits. Donc, je vais aller très vite là-dessus, mais il en a résulté une série d'impositions, d'obligations de plus en plus fortes aux industriels soucieux de mettre sur le marché des pesticides, qui ont dû notamment fournir des données non seulement toxicologiques, mais aussi des données de mesure d'exposition. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est un des résultats de ce processus politique, finalement, de réponse à des contestations. C'est aussi d'exiger davantage de données de la part des industriels, non seulement sur les dangers, mais aussi sur l'exposition. Et la contrepartie, c'est l'imposition de règles de plus en plus strictes concernant la sélection de ces données, de manière à garantir que les données fournies par les industriels ne soient pas biaisées. Au niveau international, ça a pris pour forme des discussions dans les années 80-90 sur les lignes directrices, les bonnes pratiques de laboratoire au sein de l'OCDE, censées encadrer la production de données relatives à l'évaluation des dangers ou de l'exposition aux pesticides.
Et donc cette dynamique de formalisation très forte a pu avoir pour effet pervers, et là aussi je m'excuse d'aller trop vite, mais je le pointe simplement rapidement et puis on pourra en rediscuter après, a pu avoir pour effet pervers le risque d'exclure des données qui sont pertinentes pour évaluer les risques sur les pesticides, dans le sens où elles mettent en évidence des dangers, ou elles permettent de mieux connaître l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Bref, elles renseignent d'une manière ou d'une autre les grands termes de l'équation des risques étant égal au danger, au produit du danger et de l'exposition. Et en même temps, elles sont peu ou pas prises en compte dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques, parce que ces données sont parfois produites en dehors des canons de la science réglementaire et en dehors des canons des lignes directrices de l'OCDE. C'est notamment le cas des données académiques produites sur les dangers des pesticides ou sur l'exposition. Alors sur les dangers, il y a un dossier assez parlant qui est un rapport d'une ONG qui est militante anti-pesticides, soyons clairs, qui est le Pesticide Action Network européen, qui en 2014 a fait un rapport sur la manière dont l'EFSA, donc l'autorité européenne en charge de l'évaluation des dangers des substances actives utilisées dans les pesticides, fait son travail de revue des dossiers des industriels qui demandent l'autorisation de mise sur le marché et l'homologation de ces substances actives. Donc en théorie, cette évaluation des risques doit reposer sur l'ensemble des données disponibles. Ces données sont fournies par les industriels et validées par les autorités. C'est assez classique. Ce que montre le rapport du Pesticide Action Network, c'est à partir de l'analyse de dossiers rendus par les industriels pour 7 substances actives en 2014, le Pesticide Action Network a fait sa propre revue biblio sur les données toxicologiques disponibles sur les dangers de ces 7 substances actives, a obtenu le nombre de 434 études de toxicité universitaires par revue bibliographique, et souligne que seules 99 de ces études, donc 23%, sont mentionnées dans les dossiers qui ont été soumis par les industriels, et qu'aucune de ces données n'a été retenue pour déterminer les fameuses valeurs limites, les valeurs acceptables d'exposition. Alors même que plusieurs de ces données suggèrent, si on en croit le Pesticide Action Network, des doses sans effet plus basses que celles qui ont été finalement retenues par les autorités au moment de l'homologation des produits. Pourquoi ils ont été rejetés ? Tout simplement pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais en tout cas une raison qui est opposable, qui est que ces données académiques ne suivaient pas justement les lignes directrices fixées par l'OCDE. Alors vous allez me dire, c'est un rapport militant, qui montre bien qu'il y a des données disponibles qui sont exclues de manière assez massive. Mais en même temps, c'est des militants, donc quelle foi accorder à un rapport comme celui-là. Mais je ne rentre pas dans les détails, mais rappelons que c'est à peu près ce qui s'est passé pour la controverse que vous avez probablement suivi de plus ou moins près ou plus ou moins loin entre le CIRC et l'EFSA sur le degré de cancérogénicité du glyphosate. Le CIRC estimant que le glyphosate, donc herbicide, substance active de l'herbicide Roundup le plus vendu dans le monde, est probablement cancérogène, l'EFSA estimant le contraire, sur la base, là encore, de données qui ne sont pas les mêmes, parce que l'EFSA n'utilise que des données filtrées par les fameuses lignes directrices de l'OCDE, alors que ce n'est pas le cas du CIRC, qui utilise des données plus académiques. Et finalement, en retenant des données très différentes, on observe des choses qui ne sont pas les mêmes sur les dangers des pesticides. Et puis, donc, voilà, la formalisation de l'évaluation des risques conduit probablement les autorités parfois à ignorer ce qu'elles pourraient savoir sur les dangers, et conduit aussi à ignorer ce qu'elles pourraient savoir sur l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. Alors je vais parler ici rapidement de l'étude de Pestexpo, qui est donc un produit en grande partie maison, donc enfin pas maison, pas moi, mais vous, et donc qui est conduite notamment par Isabelle Baldi, qui m'a invité, je la remercie. Voilà. Je ne vais pas en dire grand-chose, mais Isabelle pourra revenir dessus aussi dans la discussion si on a le temps. Mais retenons simplement que l'objectif de cette étude Pestexpo, qui a été mise en place il y a plus de 15 ans maintenant, par une série de volets successifs, c'est de produire une mesure de l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides qui ne soit pas qui soit externe au cadre de l'évaluation réglementaire des risques, qui soit une production dans un contexte plus académique. Alors, il y a à la fois beaucoup de points communs entre la manière dont l'étude Pestexpo mesure l'exposition aux pesticides et la manière dont les industriels le font dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques, c'est-à-dire qu'on met des capteurs, des patchs à des groupes d'agriculteurs, mais en même temps, il y a des différences assez notables
notamment autour de l'idée de conditions réelles. Alors je ne reviens pas dessus, mais tout le monde, que ce soit les industriels ou les académiques, prétend faire des mesures en conditions réelles d'exposition. En même temps, on voit que ces conditions réelles sont assez malléables, c'est assez plastique comme catégorie, et finalement, ce n'est pas toujours exactement la même chose. La réalité a l'air d'avoir des frontières assez discutables, et notamment une des différences entre ce que fait PestExpo et ce qui est fait dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques, c'est d'observer dans le cadre de PestExpo, des traitements qui sont programmés par l'agriculteur et non pas par l'expérimentateur lui-même. Et c'est aussi ne pas fournir à l'agriculteur des équipements de protection, mais c'est regarder ce qu'il fait avec ses propres équipements de protection. Ce qui, à mon avis, correspond à un degré de réalité probablement un peu plus fiable que ce qui est fait dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques. Voilà. Donc, je résume vraiment à gros traits, mais les données de PestExpo questionnent en partie certains des postulats justement de l'évaluation réglementaire des risques, notamment en montrant qu'il y a une fréquence des incidents qui est quand même importante et que c'est susceptible d'augmenter l'exposition, alors que dans l'évaluation réglementaire des risques, on ne tient compte des données d'exposition qu'au 90e percentile. Donc on exclut les données les plus importantes d'exposition, au motif qu'elles correspondraient à des situations aberrantes, ou dans les cas l'agriculteur aurait mal fait, ou des situations dont il ne faut pas tenir compte. Or, dans la vraie vie, ça se produit assez souvent comme ça. Bon. Ce que montre aussi l'étude PestExpo, c'est que les niveaux d'exposition en réentrée sont importants, voire peut-être plus importants que les niveaux d'exposition directe. Donc la réentrée, c'est quand les travailleurs retournent dans les parcelles préalablement traitées. Et puis ce que montre aussi les données de PestExpo, c'est un effet protecteur des équipements de protection, et notamment des combinaisons, qui est pour le moins sujet à caution, voire franchement contre-intuitif, puisque certaines données suggèrent que les travailleurs équipés de combinaisons, dans certaines situations, sont davantage exposés que ceux qui ne sont pas équipés de combinaisons. Bref, toutes ces séries de données sont évidemment très intéressantes dans une perspective d'évaluation des risques, mais en même temps, elles ne sont pas prises en compte par les évaluateurs de risques, au motif, là aussi, qu'elles sont filtrées par les lignes directrices de l'OCDE, et qu'il y a toujours une bonne raison, Isabelle pourra revenir dessus mieux que moi, de ne pas tenir compte de ces données, parce qu'elles ne suivent jamais complètement à la lettre les lignes directrices de l'OCDE. En tout cas, c'est ce qui leur est reproché. Bref, je vais conclure qu'on ait 10 minutes de discussion. Voilà, en rappelant que j'ai voulu mettre ici l'accent sur deux sources de production institutionnelle d'ignorance, qui sont des savoirs potentiellement utiles, mais qu'on ne produit pas, ou qu'on produit en retard, ou qui sont fragilisés à la racine même par la foi qu'ont pu avoir les institutions dans le fait que le risque était sous contrôle. Des savoirs disponibles et utiles pour évaluer les risques, mais qu'on n'utilise pas. Et j'insiste simplement sur le fait que tout ça ne nécessite aucune intervention cynique, sophistiquée, stratégique d'industriels cherchant à cacher les liens entre pesticides et santé des travailleurs de l'agriculture. Ça marche tout seul en quelque sorte. Non pas que des stratégies industrielles n'existent pas, je ne suis pas du tout... Encore une fois, les explications peuvent coexister très bien entre elles, mais je pense qu'on perd quelque chose à se focaliser uniquement sur les pratiques de production du doute de la part des industriels. Voilà, et donc on arrive au paradoxe suivant, qui est que finalement les règles qui sont censées garantir l'objectivité de l'évaluation des risques peuvent la fragiliser, quelque part, parce que ça peut conduire notamment à ne pas tenir compte de choses que l'on sait par ailleurs sur les dangers des pesticides ou l'exposition aux pesticides. Et voilà en quoi finalement la production des connaissances sur les risques des pesticides pour les travailleurs de l'agriculture est à la fois inextricablement liée à la production symétrique d'ignorance. Il y a à la fois de la connaissance et de l'ignorance qui est produite dans le cadre de l'évaluation réglementaire des risques. Et pour conclure, je dirais que tout ça nous montre que la frontière entre le savoir et l'ignorance est parfois bien difficile à tracer, et je vous remercie de votre attention.